Merci d'être avec nous sur DBS Télévision. Bienvenue à cette nouvelle édition de SOS Parents, un programme pour vous parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos adolescents. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Les élèves en uniforme se livrant à des pratiques sexuelles dans une salle de classe. 29 secondes de scènes immorales, indécentes, obscènes qui portent atteinte aux bonnes mœurs, servies au monde entier. Face à ces images choquantes et bouleversantes qui déshonorent le temple du savoir, les interrogations fusent. Les pratiques peu orthodoxes ont-elles trouvé terrain fertile dans les établissements scolaires? Quels sont les éléments catalysateurs? Le comportement des élèves est-il à l'image des parents ou de la société? Bien d'interrogations que nous allons tenter de décrypter en première partie de ce programme avec le concours de nos invités. Les coliques chez le nourrisson, comment s'y prendre? Élément de réponse aux environs de 21h35. Ce sera dans le cadre de notre rubrique mots d'enfant. Et puis en fin d'émission, nous prendrons le cri de cœur d'un parent. L'éducation est mise à rude épreuve. L'école, lieu sacré de la recherche du savoir, est à nouveau au cœur d'un scandale. Le cas de Kribi interpelle et met au goût du jour une situation qui nous concerne tous potentiellement. Pour en parler ce soir, nous recevons M. Ilé Goumla. Bonsoir M. Goumla. Bonsoir Diputu et bonsoir à tous vos nombreux invités ainsi qu'à aux nombreux parents qui vous suivent au quotidien. Vous êtes psychologue. Monsieur Goumla, à travers cette vidéo, quel est le message que ces enfants ont voulu envoyer? A priori, aucun message spécifique. Aucun. Juste s'amuser en fait. En fait, lorsque personnellement j'ai vu cette vidéo, a priori rien ne ressort comme un désir de faire du mal ou de faire mal ou de mettre mal à l'aise un certain nombre de personnes. On est un peu comme des gamins qui sont en train de s'amuser juste. On s'amuse, on ose l'interdit, on goûte un peu, on s'amuse. En fait, a priori, rien de malsain dans l'intention, dans l'acte qui est posé. Mais derrière ça, il y a ce qu'on appelle la dynamique de groupe. Dans une dynamique de groupe, il y a toujours quelqu'un qui connaît que les autres. Et il y a une catégorie laquelle je ne peux pas l'identifier là tout de suite, mais il y a une catégorie qui est naïve. Et il y a une autre catégorie, généralement 1, 2 maxi, qui eux connaissent le contenu de l'acte qui est produit. Généralement, on va se demander, celui qui filme. Certes, on a un téléphone Android, on filme, c'est pas anodin. Celui qui filme, c'est quoi son intention à lui? Lorsque dans une salle, aux heures de pause, les élèves de manière consensuelle en arrivent à produire ce genre d'acte, ça suppose qu'il y a un leader qui, lui, a la capacité d'influencer ou d'amener les uns et les autres à déraper d'une certaine manière. Donc ça veut dire, c'est une classe, c'est un groupe, et lorsque je suivais sur un autre média, le préfet parlait, cela démontrait qu'en fait, apparemment ce sont des élèves qui ont eu à faire des parcours ensemble. Donc il y a comme des rituels, comme des habitudes, comme des manières de faire, qui a toujours préexisté ou existé entre eux. Donc c'est un peu comme, au-delà d'être des camarades, ce sont des intimes entre eux. Donc, ça peut dire que, a priori, lorsqu'on voit cette vidéo, on ne perçoit pas une intention malsaine de faire quelque chose de terrible. On est un peu comme dans un jeu pour enfants, où comme malheureusement, soit les enfants disent « Yeah, on a vu ton kékette, yeah, c'est ta famille ». En fait, comme si on s'amusait en fait sans mal penser. Mais malheureusement, pour eux, c'est mal. Monsieur Goumla, vous entendre, est-ce que ça dit que ces élèves n'avaient pas conscience de l'impact de leur acte? J'ai précisé, c'est une dynamique de groupe. Et dans ce groupe, il y a 1 ou 2 leaders, ceux qui influencent, qui peuvent amener les uns et les autres à produire des comportements qui, pour eux, n'est pas un souci parce que c'est tel qui a demandé. Et on met généralement ça sur l'élément de la confiance. Lorsqu'on fait confiance à un leader, à un chef, on peut oser des comportements, peu importe le côté malsain, pervers, destructeur du comportement. Parce que c'est le leader qui a
insuffler ou influencer ou dire il faut que toi tu fasses ci, sachant que tel est plus fragile en présence de tel, alors on met les personnes en situation. Ça paraît banal. Et justement, c'est cette banalité-là qui fait, sur laquelle il faudrait qu'on s'interroge plutôt. Comment une situation a priori banale, on est dans un cadre banal et on est dans un contexte banal, on est dans une société où on a fini par banaliser les actes sexuels. Le banal a fini par devenir la norme, comme disait souvent quelqu'un, où je vais mal paraphraser ce qu'il disait en parlant de l'écart qu'on normalise, la norme qu'on écarte. En fait, on a l'impression que la norme, lorsqu'on veut l'implémenter, la construire, la bâtir, c'est comme si on devenait un peu, au vu de la société de manière générale, celui qui mérite d'aller au cabanon. Mais lorsque l'écart est mis en avant, qu'est-ce qui est généralement mis en avant? Qu'est-ce qui est donné sur l'aspect des réseaux sociaux, sur l'aspect genre visuel de le plus communément, même au niveau de nos artistes musiciens, même au niveau généralement de nos films que nous voyons le plus souvent, même au niveau de nos réalités au quotidien. Qu'est-ce qui est généralement mis en avant? C'est le nu, c'est du sexe, c'est généralement des actes déviants, c'est des propos malsains. En fait, on a la sensation que nos mœurs finissent par être noyées dans le processus normal de ce que nous faisons. C'est comme si les bonnes mœurs finissent par être mises à l'écart et les mauvaises mœurs finissent par prendre la place sur la table et c'est un peu comme si ça devenait le repas quotidien. Et nous allons tenter de voir comment renverser cette tendance tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir Colin. Bonsoir Adi. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous êtes allé à la rencontre de plusieurs responsables d'établissements scolaires. Vous avez capté quelques réactions. C'est un élément que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Célanet, Cyril Nantion et... L'école, malgré ses valeurs, est devenue un terrain de conflit au Cameroun. L'actualité est saturée des faits divers qui mettent au devant de la scène les individus scolarisés, du moins ainsi identifiés par leur uniforme. Le lycée bilingue de Kribi est depuis quelques jours une triste référence des valeurs morales. Une séance de partous par les élèves en salle suscite des interrogations sur la profondeur de l'aliénation de cette génération. Partant du fait que l'on ne soit pas au premier scandale de la sorte dans les lycées et collèges du Cameroun, devient-il soudain que la pratique du sexe dans sa perversion extrême relève d'un exploit qu'il faut immortaliser? Ils viennent tout simplement soit du déficit de compréhension que les élèves ont eux-mêmes de tout ce qu'ils voient ou de ce qu'ils veulent imiter et même de la recherche, comment dirais-je, de la vie facile. Les enseignants dans ce cas d'espèce auraient-ils baissé la garde? Ils n'en sont en tout cas pas exemptés de tout reproche. Ça fait vraiment très mal, mais ma question que je peux poser, je me dis que quand cela était en train de se passer, où était l'enseignant? Où était le professeur de l'établissement ou de la classe? Le rôle des smartphones dans ces fichiers amateurs pour adultes remet à coup sûr sur la table la question de leur utilisation sans censure par ces jeunes, notamment pendant les cours. Et les réseaux sociaux par exemple, parce que vraiment, tout ce que les enfants voient, ils veulent aussi faire la même chose. Les télés, les téléphones. Alors que l'écho de Kribi n'avait pas fini de retentir, les nouvelles arrivaient déjà du lycée technique de Saint-Mélima qui faisait état de ce qu'un intendant était attaqué par un élève muni de matiette. D'autres enseignants étaient pris pour cible par leurs élèves à Bafoussam il y a quelques mois plus tôt. L'on a surtout en mémoire la tragédie du lycée de Nkolbisson à Yaoundé, dont la victime était Johnny Tchakounte Maurice, assassiné par son élève, et celle du lycée bilingue du Deido à Douala où un apprenant aurait été tué par un autre. Le mal-être est à peine voilé, mais combien réel, la violence gagne du terrain aussi bien dans la société que dans les campus scolaires. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a beaucoup d'éléments de violence. Nous avons les guerres, nous avons les malentendus, nous avons les conflits. Vous n'avez qu'à voir au niveau des tribunaux. L'industrie de la drogue semble bien prospérer à l'école. Les dealers y sacrifient les enfants sur l'autel de l'argent. L'appât du gain facile entraîne les enfants dans l'escarcelle des gourous friands du sang neuf. Moi, par exemple, au niveau du commissariat, j'ai vu un parent qui a amené son enfant qui
elle lui a volé 130 000 pour obtenir enfin on appelle ça comment, un porte-monnaie magique. Vraiment, ça m'a fait mal. Le gars est allé jusqu'à ramasser les sous-vêtements de sa maman. Donc nous atteignons maintenant une période que nous ne savons même plus où aller, à quoi s'en tenir. Plus vulnérables sont alors ceux dont des parents brillent par l'absence, bien qu'apparemment présents. Le pire tient de ce que certains inculquent à leur progéniture le culte du droit à tout. Les parents ne nous aident pas. Vous allez voir par exemple un cas ici. Un élève, par exemple, qui ne fait pas son devoir. Alors, je dis à l'élève, toi particulièrement, je suis assise, je te donne le billet, ramène-moi ton parent. Et je vous dis, ça n'a pas fait 5 minutes que le parent. Mais c'était des fâcheries. Le parent dit non, même si son enfant ne fait pas les devoirs, on doit le laisser, on ne doit même pas appuyer. Je dis que, mais pour quel résultat, chers parents? Ces parents ne prennent peut-être conscience qu'après la consommation, jusqu'à la lie de l'opprobre qu'aura causé leur enfant. Alors, à la question « faut-il inscrire son enfant à l'école ?», la réponse demeure jusqu'ici oui. Le défi tient en réalité de pouvoir garder ses valeurs pour pas que son idéal soit terni par une poignée d'individus inconscients et malveillants qui opèrent sur le dos des parents somnolents. C'est un rendez-vous hebdomadaire sur cette antenne tous les mercredis à 21h. C'est une plateforme pour vous parents ainsi que pour ceux qui participent au quotidien de nos enfants. C'était là le reportage de Colin Bécatal, l'école La Nouvelle Hantise, qui évoque ce titre, Colin Bécatal. Oui, en fait, ce qui hante et ce qui fait peur, c'est ce qui perturbe, n'est-ce pas, de la sérénité. Alors, le constat que je fais en tant que reporter est celui selon lequel, lorsque je franchis le seuil d'un établissement scolaire, des questions, n'est-ce pas, qui viennent à paix sont celles, on a encore fait quoi dans ce lycée? Qu'est-ce qu'on a encore fait? Vous voyez, un peu comme si les médias ne viennent dans les lycées que pour relayer des faits divers. On se rend bien compte de combien est-ce que la situation est vraiment très, très, très inquiétante. Alors, il y a de bonnes raisons de se poser la question de savoir si l'école finalement ne relève pas de la peur. Hantise aussi de par les parents, parce qu'on se rend bien compte, malheureusement dans le cas de ceux de Kribi, j'en suis persuadé, la plupart de ces parents ont découvert qui étaient leurs enfants après que l'acte soit commis. Alors, maintenant des parents, chaque parent à la maison se rend bien compte de ce que son enfant, même s'il est doucet à la maison, peut être impliqué dans une affaire. On ne vit plus avec cette sérénité parce qu'une fois que le cri vient de là, c'est chaque parent qui est sur le qui-vive quant à savoir, tout en espérant que ce ne soit pas son fils, n'est-ce pas, qui soit impliqué. Alors, le reportage n'a pas évoqué que le cas d'immoralité sexuelle. Il y a des cas par le passé qui ont défrayé la chronique, des cas d'agression, littéralement, des tragédies qui ont conduit même à la mort. On se rend bien compte de ce que est-ce que l'école finalement qui assurait la garantie de la sécurité n'est malheureusement pas, j'ai parlé de terrain de conflit, cet endroit où ceux qui y sont, et même ceux qui sont en dehors, n'est-ce pas, vivent avec une crainte, une peur entretenue. Voilà qui m'amène, n'est-ce pas, à choisir ce titre quant à me demander si l'école finalement, ce n'est pas une hantise, quelque chose qui, à fin de compte, n'est-ce pas, entretient la peur au quotidien. Vous avez rencontré quelques encadreurs, les parents aussi. Quelle est leur attitude? Les parents, on a suivi dans le reportage, ont tendance, n'est-ce pas, à jeter la thème sur des encadreurs. Alors, mais les encadreurs aussi, ça laisse pas indifférent, hein, pour vous dire vrai, parce que depuis cette histoire malheureuse de Kribi, les enseignants, je ne vais pas dire culpabilisent, mais on a l'impression qu'ils sont bien conscients de ce qu'il y a une certaine part de responsabilité dans ce qui s'est passé ailleurs, n'est-ce pas, qui les incombe. Parce que la tendance est à une certaine défense. On essaie un peu de se dédouaner, en quelque sorte. Ça s'est passé loin,
Mais lorsqu'on pose une question, on a parfois l'impression qu'eux-mêmes se sentent évalués. On a l'impression que ces encadreurs pensent que nous nous adressons directement à eux lorsqu'on leur demande, n'est-ce pas, d'apporter une analyse sur ce qui se passe en fait. Donc la situation a quand même créé un certain malaise au sein de l'éducation nationale. Les enseignants, même ceux dont les élèves ne sont pas directement impliqués, ont l'impression qu'ils n'inspirent plus confiance en fait. Les parents les regardent avec comme étant irresponsables, comme n'assignant plus pleinement, n'est-ce pas, des tâches de rôle qui leur a en quelque sorte assignées. Bon, on espère que ce qui vient ailleurs, n'est-ce pas, ce que c'est l'écho d'ailleurs amènera, n'est-ce pas, d'autres personnes, d'autres enseignants encadrants à être beaucoup plus vigilants pour que vraiment cela ne se répète plus. Parce que ça fait peur. Ça fait peur et ça donne des sueurs froides. Quand on voit nos jeunes monter ainsi, on se demande quel est l'avenir réservé à cette génération. Merci Colin Bekatal. Une fois encore, vous avez planté le décor de cette émission. Monsieur Goumla, quelle est votre réaction après avoir suivi ce reportage? Je dirais beaucoup de tristesse en fait. Beaucoup de tristesse dans cette aptitude que le reporter a très bien noté à vouloir se dédouaner et rejeter ça chez l'autre. Je crois que c'est un peu une approche qui n'aide pas. C'est une approche qui n'aide pas à trouver des solutions. Parce que il y a des éléments qu'il faut remettre en place. Ça s'est passé au sein d'un établissement. Les élèves l'ont tourné avec des tenues d'un établissement. Ça suppose que l'éducation est impliquée à l'intérieur. Et le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, même si c'est les enseignements secondaires, même les enseignements de base et supérieurs, sont impliqués automatiquement. Ce n'est pas une affaire de dire « ça s'est passé ». Quand on a cette posture-là, ça veut dire que la solution, c'est sûrement à l'époque de Mathusalem qu'on va la trouver. Ça veut dire que déjà, on n'est pas disposé ni disponible pour comprendre qu'est-ce qui a conduit à cette situation. Parce que une situation ne tombe pas comme ça. Les enfants ne s'autorisent pas ce type d'attitude ni de posture comme cela. Quelque chose se passe au niveau des mœurs. Qui garantit les mœurs? Quel est le filtre qui permet de dire jusqu'à quel niveau le citoyen peut s'autoriser, jusqu'à quel niveau il ne peut pas s'autoriser? Qu'est-ce qui garantit ces éléments? Maintenant, il savait qu'il s'agit d'enfants. On identifie plus, on dit qu'ils auraient sensiblement 16 ans, maxi 18 ans. Ça veut dire qu'ils sont en phase de puberté. Qu'est-ce que, au niveau familial, est fait pour les accompagner dans la gestion de leur sexualité? Qu'est-ce qui est fait au sein de l'établissement pour les accompagner au niveau de leur sexualité? Qu'est-ce qui même est fait au niveau gouvernemental pour accompagner cette jeunesse débridée qui se pose mille et une questions, qui veut comprendre qui elle est? Et même, allons même envers de l'école. Quelle perspective l'école offre par rapport au travail, par rapport à leurs talents, par rapport à leurs ambitions, par rapport à ce qu'ils sont en tant que jeunes? On dit couramment, la jeunesse est le fer de lance de la nation. C'est un mot fou, un mot où on fout tout dedans, ou c'est alors juste pour habiller les slogans, ou alors c'est une réalité. Posons-nous les bonnes questions et trouvons les bonnes réponses. Ne fuyons pas parce qu'il y a une difficulté. La difficulté veut justement dire, il y a un malaise. Trouvons, allons-y, allons au cœur du malaise. Parce que ce sont des cas qui sont passés ailleurs. La différence que je noterais, c'est sûrement à ce moment-là, il n'y avait pas encore les téléphones Android et ou les réseaux sociaux pour que justement on puisse avoir accès à l'image et la preuve que ça s'est passé. Parce qu'avec des amis sur d'autres réseaux, notamment, ils discutaient que oui, mais cher ami, tu te plains aujourd'hui, mais nous on l'avait fait, non? À telle époque, dans tel sabien, non? Parce qu'il n'y a pas de réseaux, non? Donc ne tire pas trop sur les gars là, parce que nous-mêmes aussi on avait fait ça, non? Quand nous étions encore là-bas, on avait fait, non? Parce que ça veut dire que ce n'est pas une affaire qui n'est pas nouvelle. Mais alors, apprenons à s'arrêter un moment à dire pause. Plus loin je suis que ces enfants étaient presque tous exclus. Je voulais en venir, M. Ngoublab. 14 enfants impliqués dans cette vidéo ont été exclus. Est-ce que le problème n'a pas seulement été déplacé?
je crois que nous aimons bien déplacer le problème. Dans notre contexte, généralement, on se sent plus à l'aise en noyant le poisson. Quand on noie le poisson, ça permet que, oui, il y aura un nouveau scandale et vroup, la communauté nationale, internationale, locale va détourner son regard et on sera ailleurs. Et ça permet que, oui, mettez ça sous... Mais je disais à l'entame que qu'est-ce qui est le filtre? C'est quoi le filtre? Les chansons à la vogue, je crois que je ne préfère pas les citer, mais les chansons à la vogue sont toujours de nature ventre bas ventre. Et vous voulez donner un enfant de 5 ans, de 7 ans, de 9 ans, de 11 ans, vous lui donnez quoi comme denrées cognitives? C'est quoi les denrées cognitives? C'est quoi l'inconscient collectif que nous créons pour nous-mêmes? Parce qu'un peuple marche à travers un inconscient. Qui crée cet inconscient? C'est l'État. L'État à travers des personnes qui ont la responsabilité de porter cet inconscient. Parce qu'ils doivent construire un type de citoyen précis. Quel est le type de citoyen que nous voulons avoir dans notre société? Celui qui marche par les réseaux ou celui qui marche par la compétence? Ça veut dire, cette situation, plutôt elle est, comme on appelle, moi je dirais, elle n'est pas un problème. Elle est juste, comme on dit, l'aspect visible de l'iceberg. C'est-à-dire, elle met juste, comme si on voit les hématomes sortis sur des boussifus sortis sur quelqu'un, parce qu'il aurait un problème interne, alors il y a comme l'abcès qui sort pour dire, à l'intérieur, il y a quelque chose de plus douloureux. Apprenons à faire réellement une pause, à s'arrêter vraiment autour des problèmes et à vraiment construire, à comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi on en arrive à ça. Notre deuxième invitée nous a rejoint, Madame Efouba Bissène-Romaine. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes conseiller d'orientation, psychologue du développement, consultante en éducation spécialisée. Dites-nous, quelles ont été vos impressions lorsque vous avez regardé pour la première fois cette vidéo? En fait, personnellement, je n'ai pas pu la regarder. Parce que je me suis dit, c'est des jeunes inconscients qui ne savent pas ce qu'ils font. Et généralement, moi je dis, il ne faut pas être des followers. Quand on t'envoie une vidéo comme ça, tu vois déjà le contenu, c'est mieux de l'arrêter à ce niveau. Donc moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas fait suivre. Vous êtes conseiller d'orientation, vous œuvrez au quotidien aux côtés de ces enfants, vous les encadrez pratiquement au quotidien. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je dirais, je vais reprendre le discours du psychologue tout à l'heure. Les parts sont partagées. Parce que les enfants de nos jours ont une éducation qui n'est pas contrôlée. Avec la venue de l'Internet qui bouleverse le système éducatif que nous avons connu. Non seulement ça, il y a les parents qui de plus en plus mettent beaucoup de privilèges à la recherche du gain quotidien. Et troisièmement, il y a le système éducatif qui allège la discipline. Parce qu'il faut le dire, dans nos établissements, la discipline est morte. Et ce n'est pas la faute aux surveillants généraux, ce n'est pas la faute aux proviseurs, mais la faute vient plus loin. Parce que quand ton supérieur te dit, laisse cet enfant-là arriver en retard, je ne veux pas voir d'enfants dehors, les retardataires, je ne veux pas les voir dehors. Ça signifie, si ton élève arrive à 9h, tu es obligé de le mettre à l'intérieur de l'établissement. Et quand tu as fait ça une fois, deux fois, il sait qu'il est impuni. Non seulement ça, à l'époque du feu Bapès, il y a eu un texte ministériel qui interdisait le port du téléphone dans les enceintes des établissements. Ce texte a été mis sous les cartons. Et de nos jours, nous sommes là. Quand un surveillant général confisque le téléphone de l'élève, c'est le parent qui vient porter plainte au surveillant général. Et le surveillant général n'a aucune couverture ministérielle. Il risque même la prison parce qu'il a voulu mettre de l'ordre dans l'établissement. Alors, quand vous êtes face à une situation pareille,
vous allez couvrir votre personne. Et ça dit qu'il y a un laisser-aller dans les établissements. On peut dire ça. On peut dire ça parce que aujourd'hui, moi particulièrement, j'ai l'impression que l'élève doit être cajolé, caressé sur le sens du poil, ne pas être battu. On a d'abord supprimé la chicotte à l'école, on a supprimé les punitions parce que quand les inspecteurs arrivent dans les établissements, ils trouvent qu'on a mis l'élève à genoux. C'est le chef d'établissement qui est blâmé, c'est le surveillant général qui a mis l'élève à genoux, qui est convoqué, c'est ceci, c'est cela. On a supprimé tout. Et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que nous, à notre époque, il y avait des gens qui faisaient ça. Mais il y avait cette censure sociale-là qui faisait un peu peur. Si mon surveillant général vient me trouver en train de faire ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Donc je fais ça, mais je le fais en cachette. Il y a des sentinelles, on les appelait des sentinelles, ils sont là pour guetter. Mais ici, personne ne guette. Mais est-ce qu'on a d'abord assez de surveillants généraux dans les établissements? Parce qu'on a des élèves, comment on a des élèves qui sont très très pléthoriques dans les établissements. Est-ce qu'il y a assez de surveillants? Il y a des surveillants généraux, il y a des surveillants de secteur qui sont là pour assurer la discipline. Mais on doit suivre l'ordre qui vient. Est-ce que cette discipline n'est pas un peu caduque? Est-ce qu'elle prend en compte les nouveaux paramètres qui rentrent désormais en jeu? Vous avez parlé des téléphones portables, des réseaux sociaux. Normalement, je dirais qu'il faut une éducation dans cette société de l'usage des TIC. On doit, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la société entière, qu'on prenne vraiment ça en charge, qu'il y ait une éducation à l'usage des TIC. C'est très important. Parce que c'est là où vient le problème. Ces élèves qui utilisent, c'est un moyen, on ne leur montre pas que le téléphone est un moyen de communication, le téléphone est un moyen d'étudier, le téléphone est un moyen pour faire des recherches, pour gagner en connaissance. Mais eux, ils savent que je peux faire tout avec le téléphone. Il faudrait qu'on reprenne cela à la base, qu'on enseigne même nos parents, parce que quand l'enfant prend le téléphone de son père, il tombe sur une vidéo pornographique, il est à l'aise. Il sait que non, papa fait ce que moi aussi je fais aussi. Donc, je crois que la société camerounaise, africaine, pas camerounaise spécialement, africaine. Parce que une fois, je suivais la conférence des Nations Unies sur les apprentissages le mois passé en février. Les statistiques ont montré qu'en Afrique, le plus grand débit d'usage de l'Internet, c'est en Afrique qu'on le retrouve. L'Europe n'utilisait plus l'Internet comme ça. Pourquoi on devrait se poser cette question-là? À vous entendre, l'auteur est du côté des parents. Est-ce que les enseignants sont totalement blancs dans cette histoire? Parce que les enfants ont tourné une vidéo pendant un bon bout de temps dans une salle de classe. Ils n'ont pas été inquiétés tout au long du tournage jusqu'à la fin. C'est à la diffusion sur les réseaux sociaux que les encadreurs se rendent compte que cela se passait dans leur établissement. J'ai dit les torts sont partagés. Parce qu'à ce moment-là, on va interroger, c'est l'enseignant qui est avec la classe. Peut-être même c'était le retour du sport parce que je les vois en tenue de sport. Peut-être c'était le retour de sport ou bien le professeur de sport n'est pas venu au cours. Donc on va interroger, c'est en menant les enquêtes qu'on va interroger qui avait la charge de la classe à cette heure-là. Mais comme le psy disait tout à l'heure, c'est une entente collective. Ils ont bien ficelé cette histoire, bien menée. Ils ont même fait certainement des essais. Des simulations. Oui, des simulations. Et bon, ils ont trouvé le moyen le plus propice parce que ces enfants, le jeune a ceci de merveilleux, c'est qu'il sait maîtriser l'adulte au bout des doigts. Si un jeune se dit en une semaine, il va te maîtriser, il le fait. Donc, ils ont étudié l'établissement, ils ont pris la peine d'étudier les méthodes et techniques de l'établissement. Ils ont même su certainement qu'à cette heure-là, il n'y aurait pas de surveillant général, il n'y aurait rien. Donc, ils ont pu étudier tout ce qu'ils avaient à faire. Monsieur Goumla, doit-on mettre les parents sur le banc des accusés? Tout le monde est sur le banc des accusés. Ce n'est pas une affaire des parents,
Et c'est plus une affaire de l'établissement, c'est plus une affaire du ministère, c'est pas, voilà. C'est tout le monde sur le banc des accusés. Avant d'arriver à cette question, cette vidéo, parce que j'ai quand même des bribes au niveau de l'audiovisuel, vous voyez, ça montre que c'est pas seulement 29 minutes. C'est au niveau du montage. C'est au niveau du montage qu'ils arrêtent à 29 secondes. C'est au niveau du montage. Ça fait plus que ça sûrement si on retrouve les roches. Ça doit faire plus que cela. Ils ont dû prendre des séquences qui parlaient le mieux pour eux avant de le faire. Et même la vidéo, c'est le petit ami d'une des personnes qui va transmettre la nouvelle. Parce que quand il a vu ça, l'a choqué. Donc ça veut dire que, comme Mme Efouda le signalait, ça montre que ce sont des personnes qui ont construit une équipe, en fait. Ça, c'est une équipe. Monsieur Goumba, c'est des enfants quand même qui ont été encadrés au sein d'un maillon familial. Ils viennent des familles et l'encadrement commence dès le bas âge. Cela remet quand même au goût du jour le suivi parental. Cela remet en question le suivi parental. Oui, ça remet vraiment. Depuis le début, il est fait. Les parents, de manière générale, mettent en avant la recherche du gain. Lorsqu'elle parlait même du surveillant général, j'ai une histoire plus terrible que celle-là. Le surveillant général allait faire presque une semaine en cellule. Parce que justement, il a eu le toupet de garder le téléphone d'un élève. Il allait faire une semaine parce que le père de l'enfant était, comment on dit, était un bobo. Était quelqu'un, des gens de là-bas. Donc, les parents, malheureusement, dans nos contextes le plus souvent, les parents, il y a une cassure au niveau du système éducatif qu'il faut qu'on comprenne très bien. À une certaine époque, je dirais à l'époque de mes parents, de mes grands-parents, l'éducation n'était pas faite par le père ni la mère. L'éducation était faite par la communauté. Et plus précisément par la tante ou par l'oncle. C'était la tante ou l'oncle qui avait le pouvoir, la main mise sur mes enfants à moi. Ce n'était pas mes. Possessif comme ça semble être aujourd'hui, on dit famille nucléaire. C'est pourquoi dans un autre, je disais, le mot famille, là, moi, elle est ambiguë pour moi, elle me paraît un peu bizarre. Quand on dit famille, je suis un peu mal à l'aise. Donc, ça fait qu'il n'y avait pas famille nucléaire. Il y avait cette famille, mais pas nucléaire. Premier élément. Deuxième élément, il y a une transition au niveau de ce qu'on appelle l'école. L'école, on dirait l'école sous l'arbre, où l'école n'était pas en fait l'école où on était assis devant des bancs. C'était en fait des systèmes de transmission à travers des actes. C'était pas des actes, pas des situations qu'on transmettait le savoir. C'était pas je vais t'expliquer comment la morphologie de la femme, mais je vais t'expliquer comment. Non. C'est en situation, par exemple, pendant que tu tires, tu puises l'eau, c'est de manière, comment on dit, c'est incorporé, en fait. C'est par apprentissage en étant sur les situations que l'enseignement t'est donné. Nous venons avec l'école dite moderne. On est maintenant assis sur des bancs, on regarde un tableau noir et il y a un maître. Le maître qui hier n'avait pas de pouvoir, maintenant a pris le pouvoir que un tiers dans la société avait. Donc il y a eu cassure. Il y a ces petits cassures qui ne font que continuer. Après, maintenant, on dit les nouveaux apprentissages, c'est maintenant avec des smartphones. Monsieur Goumla, face à ces nouveaux paramètres, est-ce que les parents ne doivent pas un peu actualiser, les encadreurs, leur façon de transmettre aux enfants? C'est pas évident, ce que vous demandez là. Parce que les enfants, ils ont de nouveaux codes, ils ont une nouvelle façon de transmettre et les parents sont parfois étrangers à cela. Effectivement. On ne casse pas une méthode qu'on a conçue sur 40-50 ans. Même si elle ne marche pas, même si elle ne fonctionne pas, la personne va vous dire, je n'ai plus la force ni l'énergie de transformer. Je redeviens spectateur de ma vie ou spectateur de la vie. Malheureusement, c'est ça qu'on dit et c'est l'État maintenant qui a ce pouvoir d'actionner. Parce que l'individu, lui, en tant qu'individu, n'a plus les outils, les ressources pour justement créer et construire cette actualisation qui est sollicitée, qui est attendue. Parce que si le parent ne s'actualise pas, il ne saura pas justement identifier ces nouveaux codes-là pour savoir comment intervenir. Comment est-ce qu'il va intervenir? J'ai eu à répéter une jeune fille du CE1. Mais je vous avoue, on demande à la mère d'aller à l'école parce que lorsqu'on fait les contrôles, elle ne rentre pas avec ses cahiers. On demande de justifier, elle me répond, le maître a pris mon cahier parce qu'il voulait montrer ça aux autres élèves. On dit, ah mais j'ai dit, madame, excusez-moi, c'est trop bizarre.
Il est mieux que vous ayez, je n'ai pas le temps, j'ai trop à faire. Et c'est lorsque j'arrive à l'établissement, l'enseignant dit que, eh bien oui, elles sont 3 en salle. 3, hein? Je dis CE1. Elles sont 3 en salle. Que le cerveau de ces jeunes filles-là, ça ressemble au cerveau des enfants. Ça ressemble au cerveau des enfants. Il dit elles sont au CE1. C'est pour dire, le parent se sent démuni. Il dit, lui cherche l'argent. Le mot l'argent devient une fuite en avant. Par le canal de l'argent, on fuit parce que c'est douloureux. C'est douloureux de devoir avouer à soi-même. C'est un peu comme dire, je suis en face du miroir, je suis en face de moi-même, je me vois moi-même dans ma décrépitude. Est-ce que je suis à même moi-même de supporter, de porter cette douleur-là pour pouvoir accompagner mon enfant? Et malheureusement, beaucoup préfèrent dire, mieux je ne vois pas, et je peux au moins parler et me sentir au moins quelqu'un. En faisant au moins ces procédures, je me sens au moins quelqu'un. J'existe au moins, même si c'est une existence parcellaire et partielle. Madame Efouba, vous êtes conseillère d'orientation. Est-ce que ces enfants ont des projets, ces enfants que vous encadrez au quotidien? Certains ont des projets, mais je dirais que le travail de fond, il y a un grand travail de fond avec ces enfants. Parce que nous les accompagnons bien sûr dans la réalisation de ces projets, mais nous ne sentons pas le soutien parental. Parce que c'est très important que quand nous accompagnons l'enfant dans son projet, le parent puisse soutenir ce projet. Le parent, lui, il veut juste réaliser son projet, qu'il n'a pas pu, son rêve inachevé, donc son rêve de jeunesse. Je prends un exemple, j'ai un enfant qui veut faire fiscalité et le parent, lui, il dit, je voulais faire comptabilité quand j'étais jeune, mes parents m'en ont empêché. Tu ne feras pas fiscalité, tu feras comptabilité. L'enfant va maintenant faire comptabilité sans toutefois savoir pourquoi il va faire comptabilité. Ils sont nombreux comme ça, ils sont dans des spécialités juste parce que le parent a demandé que va. Et je suis allée. Est-ce que ce n'est pas tous ces déséquilibres qui, au final, finissent par perturber ces enfants qui s'adonnent à ce genre d'images, de scènes? Je dirais que le problème de sexualité n'est pas typique à l'Afrique ni au Cameroun. C'est un problème qui est international. Je mène des recherches actuellement sur la sexualité des adolescents avec handicap. Et je découvre tellement de choses sur la sexualité. Ce qui se passe actuellement, c'est la volonté internationale de banaliser ce qu'on appelle sexe. C'est ça qui mène, parce que ce n'est pas seulement lié à notre contexte. C'est une volonté internationale qui pousse à travers, comme monsieur l'a dit, ce que nous regardons dans nos chaînes de télévision, ce que nous écoutons dès que nous sortons du ventre de nos parents, ce que nous regardons quand tu es bien même peut-être connecté, tu es en train de faire une recherche, c'est un site pornographique qui vient devant toi et qui t'est proposé gratuitement. Donc je dirais que moi, ma solution, c'est qu'on puisse faire revenir. Je ne sais pas si on est déjà au niveau des solutions. Bien entendu. OK. Qu'on puisse faire revenir l'éducation à la sexualité. Très, très important. L'éducation à la sexualité qui va permettre que ces jeunes-là, ces jeunes adolescents qui ont reçu certainement des traumatismes au cours de leur existence, au cours de leur développement, que ces traumatismes-là puissent être guéris. Parce que tant que ce n'est pas guéri, même si on les exclut, ils reviendront reproduire parce que pour eux, ce sont des actes normaux et ils ne comprennent pas pourquoi on les a exclus. Ils ne comprennent pas. Donc, il faudrait que les psychologues qui vont les prendre en charge regardent le côté trauma. Guérison du traumatisme que certainement, je mets entre guillemets, certainement, ces 20 élèves et
j'en passe, reçoivent au quotidien, reçoivent au cours de leur développement. Ça va aider à ce qu'ils puissent changer et qu'on puisse les récupérer, qu'ils puissent être des personnes valeureuses dans la société. Et pour les autres, on avait à l'époque, moi je me souviens, des cours de morale. Chaque matin, à 7 heures, on faisait cours de morale. Je ne peux pas oublier ça, cours de morale. Et à l'église, on avait Eva, éducation à la vie et à l'amour. C'était pour les adolescents. Je ne sais pas quelle église suit encore ce programme de nos jours. Question. Et maintenant, dans nos programmes, vraiment, instituons l'éducation à la sexualité, que ce soit un programme vraiment soutenu, que ce ne soit pas juste un programme qui sera récupéré par des gens pour pouvoir se faire de l'argent, mais que ce soit un programme soutenu et que la discipline revienne, qu'elle soit vraiment ce qu'elle était avant. On n'a pas peur. Celui qui éduque avec une bonne intention, reçoit un individu bien formé. C'est mon mot de fin. Monsieur Goumlab, qu'est-ce que vous pouvez ajouter au niveau des solutions? Je crois qu'elle a ciblé l'essentiel. L'essentiel parce qu'elle a touché le nœud en fait. Le nœud, ce sont ces traumas que bien souvent on n'évoque pas, on n'en parle pas, on banalise, on tourne, on fait semblant comme si on parlait de 1001 choses, mais on ne touche pas cet élément-là. On parle de tout. On va parler de la boisson, de la vie qui tourne, des voitures qui montent. Mais le nœud, on va le couvrir. Le parent est plus que jamais interpellé, Monsieur Goumla. Comment doit-il repenser l'éducation de sa progéniture? Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à vouloir cogner sur les parents. J'ai du mal à vouloir parce qu'en fait, on lui demande une charge dans laquelle lui-même, il est oppressé. Lui-même, il est dans un dispositif où il ne se retrouve pas lui-même. Il sort d'un ventre où une dynamique éducative lui a été donnée. Il est dans une catégorie où une autre dynamique est donnée, mais lui, il est dans un entre-deux. Il est comme un hybride qui ne sait pas en fait s'il est à gauche, s'il est à droite. Mais on lui demande à lui de trouver des solutions dans un quelque chose que lui-même, de manière intuitive, il perçoit qu'il y a comme quelque chose qu'il ne sait pas et il beaucoup préfère abandonner. Et je vous le dis, c'est hyper douloureux de vouloir aller à contre-courant lorsque vous avez une société qui est consciente de son malaise, mais qui... Mais Monsieur Goumlab, c'est le parent qui livre l'enfant à la société. Je ne dirais pas ça comme ça. Le parent a un projet. Est-ce qu'il comprend lui-même son projet? Je crois que l'une des choses, c'est aussi l'une des intentions de cette émission, d'accompagner le parent. Parce que le parent, j'avoue, dans ce que je rencontre, de nombreux parents sont déstabilisés, sont perturbés, sont à bout ou sont à l'agonie. Ils ne savent pas quoi faire. Ils regardent l'enfant comme s'ils étaient l'enfant de leur enfant. Ils sont certes parents au niveau administratif, au niveau du papier, on va dire qu'il a 50 ans, l'enfant a 18 ans. C'est le papier qui dit. Mais dans le rapport de force, dans les transmissions à faire, dans les savoirs et les savoir-faire à accorder, à donner, souvent ils se sentent démunis. Pour ces parents démunis qui nous suivent, M. Goumla, comment doivent-ils repenser l'éducation de leur progéniture? C'est simple et compliqué. Comment est-ce qu'ils doivent le repenser? Déjà, je me demande, est-ce qu'ils le peuvent déjà? Parce que... En tant que parent, on est prêt à tout pour ses enfants. A priori, on est prêt à tout, mais je vous dis, j'ai été répétiteur. Et en tant que répétiteur, j'ai vu plusieurs parents qui abandonnaient l'enfant au répétiteur. C'est le répétiteur qui devait être le grand frère, l'oncle, et c'est ce que nous décrions tous les jours dans cette émission. Donc, mais quand même, il y en a certains, peut-être, pour comme on dit souvent dans la Bible, au moins pour ces deux-là. Au moins pour ces deux-là, bon, deux, c'est juste de manière symbolique que je dis deux, il y en a plusieurs qui veulent vraiment. Pour ceux-là, ça va demander une transformation dans laquelle ils doivent opérer. Un peu comme un travail chirurgical qu'ils doivent opérer pour retrouver où est-ce qu'il y a le mal, où est-ce que ça ne va pas. D'abord pour eux, parce que pour savoir aider l'autre, il faut savoir s'aider soi-même. S'ils trouvent les réponses pour eux, ils trouveront aisément les réponses pour l'enfant. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame Efouba, ce sera pour sortir. Oui, je voulais dire que moi, je ne partage pas trop l'avis de mon confrère psychologue, parce que même si
je suis traumatisée. Même si je suis perturbée par la recherche du gain. Mon avenir, c'est quoi? Si je ne peux pas répondre à cette question-là. Si demain ou après-demain, cet enfant pour qui je me bats pour le pain quotidien devient un fumeur de chanvre, qui aurait perdu, qui aurait gagné? Je crois que chaque parent qui sort chaque matin et qui se bat pour le pain quotidien de son enfant, de sa progéniture, devrait se poser ces questions-là. Donc, dire que on ne doit pas taper sur le parent. Le parent, c'est celui qui est chargé de l'éducation. Ne nous leurrons pas. Le répétiteur ne peut pas éduquer l'enfant comme le parent. Donc, le parent doit trouver un moyen d'établir un programme pour sa maison. Même si je sors chaque jour, que je consacre un jour pendant lequel je dois connaître l'individu que j'ai mis au monde. C'est ça qui dépasse les parents et c'est pourquoi ces enfants-là se retrouvent avec des téléphones à la maison. Parce que quand l'enfant sort le matin, le parent n'est pas au courant s'il a pris le téléphone ou non. Pourquoi? Parce que sa tête, c'est seulement le travail. Il a acheté le téléphone parce qu'on a dit qu'il faut des cours sur le net. Il s'en fout du reste. Non, chers parents, prenez vos responsabilités en main. Quand l'enfant, établissez une norme. Si l'enfant va hors de la norme, il y a la punition. C'est ce qu'on appelle apprentissage par renforcement, je crois bien. Il y a la punition. Donc, s'il traverse la norme, il y a la punition. Maintenant, ça va établir cette norme-là qui fera en sorte que l'enfant va respecter. Je dois déposer mon téléphone à 21h. Je dois le déposer le matin. Tu n'auras même pas besoin de demander où est le téléphone de telle personne. Il y a beaucoup de maisons qui fonctionnent comme ça. Le parent sait juste que quand il jette le coup d'œil sur l'armoire avant de partir le matin et avant de fermer cette armoire-là, il voit 5 téléphones pour chaque enfant. Avant de dormir, il jette le coup d'œil. Et quand bien même les enfants sont concentrés, par exemple, à pianoter leur téléphone, il faut qu'ils rôdent. Quand il a le temps, qu'il rôde et qu'il verra ce que l'enfant fait. Parfois même, il doit prendre ce téléphone-là par surprise. Oui, il verra. Donc, chers parents, prenons nos responsabilités entre les mains et nous allons sauver cette jeunesse-là qui est en train de vouloir se perdre. Nous allons marquer une pause pour parler d'autre chose. C'est le moment de notre rubrique mots d'enfant. Ce soir, on fait un gros plan sur les coliques du nourrisson. Voyons comment s'y prendre avec la pédiatre Sandrine Mendunga, rencontrée avec le concours de Hervé Nguetti. Les coliques du nourrisson. Donc en fait, c'est, je dirais, un syndrome comportemental chez le nourrisson, environ de 1 à 4 mois, qui se présente par des longues périodes de pleurs excessifs qu'on ne peut pas apaiser et qui entraînent une angoisse chez les parents. Ça a des causes pas très déterminées. Ça veut dire qu'il y a des nourrissons chez qui on ne retrouve aucune cause. Il y a des nourrissons chez qui on pense qu'il y a peut-être une remontée acide. Ouais, les nourrissons qui ont souvent des remontées de lait, puisque ça sort de l'estomac, ça peut créer une douleur et l'enfant pleure. Ça c'est une théorie qui est un peu récente, où on pense que les coliques ne sont même pas vraiment des douleurs. Pourquoi? Parce que les antalgiques ne calment même pas les coliques. Ça veut dire que quand l'enfant pleure, en fait, c'est un inconfort digestif. L'enfant est mal à l'aise dans son ventre, comme je peux dire, dans son ventre. Ce qui fait que l'enfant a souvent beaucoup de gaz et on incrimine cela ces derniers temps par un déséquilibre entre les bactéries normales du tube digestif. Parmi lesquelles il y a les bactéries pathogènes, dont les bactéries dites qui sont pathologiques, et les bactéries bénéfiques. Donc lorsqu'il y a ce déséquilibre entre les bactéries pathogènes et bactéries bénéfiques pour l'organisme, il y a donc prolifération des gaz et ces gaz-là vont distendre le tube digestif et créer des inconforts.
pas forcément les douleurs, parce qu'on a vu que les antidouleurs n'ont vraiment pas assez d'efficacité. Ben, on a aussi incriminé l'immaturité du tube digestif de l'enfant en général. Donc parce qu'il est immature, il n'arrive pas à bien digérer et l'enfant a un inconfort qui le fait pleurer. Oui, on a le principal symptôme dans les coliques, c'est les pleurs. Un nourrisson qui pleure beaucoup, plusieurs heures par jour. Avant, il y avait une définition qui disait la règle des 3 heures par jour, 3 jours par semaine, 3 semaines par mois ou 3 mois. Mais maintenant, il n'est plus d'actualité parce qu'un enfant qui pleure seulement 2h50 n'est pas très différent ou n'a pas moins de coliques qu'un enfant qui pleure 3 heures. Donc, un enfant, vraiment, on se limite surtout sur les pleurs. Maintenant, les pleurs peuvent être accompagnés de quoi? D'un tortillement, un enfant qui se tortille, un enfant qui fait beaucoup de gaz, soit les paies ou bien les rots, un enfant qui a le ventre un peu ballonné, un enfant qui souvent peut avoir de la constipation, mais en général, le nourrisson qui a des coliques est un nourrisson bien portant, souvent même tout dodu, qui grandit bien, qui a toujours de l'appétit, il n'y a pas de perte d'appétit. C'est ce qu'il faut retenir dans les coliques de nourrisson. Généralement, le nourrisson grandit normalement. Bon, en cas de colique, le problème majeur, c'est de rassurer les parents. Donc il faut rassurer les parents, il faut être à l'écoute des parents, il faut avoir de l'empathie et il faut les faire déculpabiliser. Il faut montrer aux parents qu'ils peuvent agir dans la lutte contre les coliques, ils peuvent apaiser leur bébé. Parce que généralement, c'est la famille qui est anxieuse, le bébé pleure toute la nuit, le parent, le papa ou la maman ne sait pas comment calmer le bébé. Voilà, donc dans le traitement des coliques, proprement dit, tous les traitements, les antispasmodiques, les médicaments qui luttent contre les contractions du muscle du tube digestif, les médicaments qui absorbent les graisses, les gaz, je veux dire, n'ont pas montré vraiment leur efficacité. Donc les préparations à base d'éléments végétaux comme les grippes, ce qu'on appelle les grippes wata, les pinko, toutes les mamans connaissent ça. Ça n'a pas montré vraiment leur efficacité. La preuve, c'est que les bébés, même qui prennent ça, quand les mamans viennent ici, les mamans ont toujours déjà pris le griwata, le pinko, toutes ces préparations. Donc, il faut tout faire pour apaiser le bébé. Il faut prendre le bébé dans ses bras. Il faut lui chanter une berceuse. Il faut lui faire des balades. Bon, avec la littérature de l'Europe, il faut faire des balades dans les poussettes. Souvent, ça apaise le bébé. Il y a aussi des techniques de massage abdominal dans le sang du aiguille du montre. Il paraît que ça apaise un peu le bébé. On peut aussi placer le bébé comme quand il était dans le ventre, c'est-à-dire que les genoux, un peu à califourchon, les genoux, les pliés, la tête en bas, les genoux. Et c'est une position qui entraîne, je peux dire, un léger massage du ventre. En matière de prévention, il est difficile de prévenir les coliques parce que ce n'est pas tous les nourrissons qui feront des coliques. Donc, comme mesure hygiéno-diététique, on peut demander à la maman d'éviter les boissons gazeuses quand elle allaite ou beaucoup de sucreries. On peut demander à la maman, après avoir allaité le bébé, il faut qu'elle s'assure que le bébé ait bien fait le rot. Donc, on devra lui apprendre la bonne technique pour faire le rot au bébé. Il faut nourrir le bébé dans le calme. Il faut reconstituer, si c'est un bébé qui est nourri au substitut lait maternel, ce qu'on appelle encore lait artificiel, il faut bien reconstituer les biberons, c'est-à-dire que comme 30 ml pour une cuillère rase, éviter que le bébé n'aspire beaucoup d'air quand il prend son biberon, parce que le bébé prend toujours de lait, même qu'elle allait, c'est pour ça qu'il fait le rot. Mais avec le biberon, c'est encore plus facile de prendre de l'air, parce que souvent, on tient mal le biberon, le bébé aspire carrément de l'air. Nous sommes rendus à la dernière partie de ce programme, le cri de cœur. Sans transition, je vais tout de suite vous lire la correspondance du parent qui nous a écrit cette semaine. Bonsoir SOS Parents, je suis particulièrement désespérée face à l'attitude de mon fils. Beaucoup disent que je suis une mauvaise mère. Mon mari fait partie des premières personnes à penser ainsi. Mais j'ai la foi en Dieu et je crois que ça ira. Je multiplie les recherches de solutions. C'est pourquoi je m'en remets à vous ce soir.
Dakar. Voilà, j'ai un enfant de 9 ans, extrêmement colérique. C'est une attitude qu'il a depuis qu'il est tout petit. À la moindre contrariété, il se met à hurler, à tout casser, pleurer ou encore à se rouler par terre. Ceci même en public. Le week-end dernier, la nounou l'a interrompu en plein match de football avec ses amis pour lui demander d'aller se laver afin d'attendre son répétiteur. Mon fils a piqué une crise et s'y est farouchement opposé. Il l'a même frappé et essayé de la mordre. Et c'est une attitude qu'il a souvent, même envers nous. Un jour, en plein marché, il a commencé à se rouler au sol. Je vous assure que j'ai eu la honte de ma vie. Mes proches pensent que je ne suis pas assez ferme avec lui. Et pourtant, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour le canaliser. Il s'est mis en tête qu'il est grand et veut faire les choses à sa façon. Je suis au bout du souffle, c'est mon fils unique. Je ne veux pas le voir grandir ainsi. Ces nounous finissent toujours par craquer et à démissionner. Dites-moi quoi faire pour le remettre sur le droit chemin. Merci pour cette opportunité que vous donnez aux parents. Madame Efouba, à partir de quel moment la colère d'un enfant devient inquiétante? Normalement, un enfant n'est pas colérique. Quand il manifeste de la colère, je crois que le parent doit rechercher l'élément générateur de colère. C'est la première chose. Qu'est-ce qui déclenche cette colère-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a du bruit autour de lui? Est-ce que c'est parce qu'on lui a refusé quelque chose qu'il aime? Est-ce que je dois rechercher l'élément déclencheur? Parce que là, la maman décrit juste plusieurs scènes différentes et on n'arrive pas à trouver l'élément vraiment qui déclenche souvent la colère chez cet enfant-là. Dès qu'elle a trouvé l'élément déclencheur, elle doit amener cet enfant-là, si c'est depuis la naissance qu'il le fait jusqu'à l'âge de 9 ans, je crois que cet enfant-là doit subir certains examens neurologiques pour déterminer s'il n'a pas une maladie spécifique. S'il est un enfant neurotypique ou bien atypique, peut-être il peut traîner un autisme léger. Parce que l'autisme, on a souvent des crises comme ça là, parce qu'on est perturbé, parce qu'on ne veut pas on a un certain chrono qu'on a établi dans notre tête et quand il y a quelque chose qui vient bousculer ce chrono là, on pique des crises de colère. Peut-être il doit avoir un problème donc que ce parent-là se rapproche des hôpitaux et des médecins spécialisés pour déterminer déjà si l'enfant n'a pas ne traîne pas une maladie quelconque. Et aussi, troisièmement, dès qu'on aura maîtrisé ces deux éléments, qu'on cherche à éduquer l'enfant à pouvoir maîtriser ses colères. On peut l'éduquer à maîtriser. Soit cette éducation-là peut se faire sur lui-même. Peut-être quand il sent la colère venir, il peut s'arrêter le ventre ou alors s'arrêter. Donc, c'est une éducation qui va petit à petit à travers des exercices, suivant le fait qu'on maîtrise les éléments déclencheurs de la colère. Monsieur Goubla, peut-on aggraver le problème de cet enfant si on cède à ses caprices? Déjà qu'il faut comprendre c'est quoi le problème. Il faut savoir si l'attitude qu'on va poser va aggraver ou va réduire ou va apaiser. Elle a très bien fait de noter le fait que qu'est-ce qui déclenche cette colère. Moi, je dirais à cette suite qu'il faut aussi voir qu'est-ce qui le stabilise aussi. Parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas toujours, il n'est pas colérique de lundi à dimanche. C'est pas de lundi à dimanche, il y a forcément une temporalité. Il y a forcément des événements que lorsque ces événements sont tout autour de lui, alors ça l'amène à... Peut-être il n'aime pas la frustration. C'est-à-dire que lui veut ça, quelque chose comme lui, le maître des lieux, a décidé. Et les autres doivent se soumettre. Et il y a un autre bien aussi, presque toutes les nounous épuisées. Ça veut dire qu'il y a un facteur émotionnel très fort qui se joue à l'intérieur. Un épuisement qui se tisse. Et aussi, elle note aussi le regard. L'enfant, et elle notait ça dans une partie précédente, Madame Efouba notait ça, c'est l'enfant, c'est un fin psychologue. Ne doutez jamais des compétences de votre enfant. Ne doutez jamais.
lui, il a cette capacité à vous identifier, à cerner qu'apparemment, quand j'appuie ici, là, elle baisse, quand je fais ici, donc il est mieux que j'appuie de ce côté pour obtenir ce dont je veux. Donc, le parent, et notamment la mère, mais note aussi, il faut le préciser, le rapport un peu conflictuel, je dirais un peu conflictuel parce qu'il n'y a pas trop d'éléments dedans, avec son conjoint. Lorsqu'elle dit, c'est mon mari, fait partie de la catégorie des personnes qui me pointent du doigt comme étant une mauvaise mère. Ça veut dire que forcément, le rapport du couple doit aussi être étudié, encadré, apaisé, pour qu'ensemble, parce que ce n'est pas une affaire de la responsabilité unique de la mère, c'est une responsabilité conjointe pour trouver des réponses à cette situation qui met à mal le couple. Parce que si la mère va mal, ça perturbe le fonctionnement du couple. Et ça n'aide pas le couple à grandir. Et ça va générer d'autres, ça va, comme dit Jean, ça réactive d'autres traumatismes individuels. Ça. Et comme on dit souvent, devant le silence, le cerveau a le défaut d'aller retrouver ce qui lui est morbide, ce qui lui est angoissant, ce qui lui est anxiogène. Et c'est ça, en même temps, qu'il va aller bousculer sur l'autre. Et ça va faire que la relation, ça va créer un système très toxique qui va ni aider l'enfant pour trouver des solutions, ni aider la mère pour trouver de l'apaisement et des ressources intérieures à elle pour pouvoir trouver comment gérer, ni aider le père qui lui doit porter la famille. Donc, il faut véritablement qu'ils suivent les recommandations qui ont été énoncées. Déjà, un examen pour se rassurer si ce n'est pas justement un enfant qui aurait des problèmes neurologiques. Monsieur Goumla, à quel âge l'enfant est-il facile à canaliser? Il n'y a pas d'âge. L'enfant suit sa croissance, suit son développement, et chaque phase de ce développement a ses caractéristiques qu'il faut savoir écouter, apprécier, observer et encadrer et accompagner. La question n'est pas de dire parce qu'on est très collègue c'est mauvais, non. C'est pas une affaire de, c'est comment on canalise ça. On peut avoir un enfant qui, vous voyez souvent l'enfant, il arrête les animaux, il tue. La question de non, c'est non. Pose. Qu'est-ce qu'il trouve dans ça? Qu'est-ce qui l'amène à faire cet acte-là? Parfois, vous avez potentiellement un chirurgien extraordinaire que vous avez sous la main. Les meilleurs, vous voyez parfois des gens qui aiment le sang. On va dire non, c'est mauvais. Non, arrêtez-vous la pause. Peut-être que c'est l'apparition d'un don extraordinaire dans les activités où c'est le sang qui apparaît. Par exemple, comme un boucher. Par exemple, comme un chirurgien. Par exemple, comme un médecin. Donc, il y a les activités où il faut toucher le sang au quotidien. Et s'il est dans cet espace-là, il saura vous apporter une compétence extraordinaire. Donc la question de fond n'est pas de dire c'est mal ou c'est bien. La question c'est de dire qu'est-ce qu'on fait pour accompagner l'enfant dans ce qu'il est. Et non dans ce que nous voulons qu'il soit. C'est compris, Monsieur Goubla. C'est sur ce que nous allons refermer cette édition. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Goubla. Merci. Madame Yafouba, merci pour votre contribution. Nous saurons refermer cette édition samedi. Un joyeux anniversaire à la petite Sarah Noudéa Pamela. Elle a eu 5 ans hier. Elle a soufflé sur sa 5e bougie le 9 mars. Sa maman, c'est notre réalisatrice. Joyeux anniversaire à toi, bébé. Bien de choses. Au nom de la grande équipe qui s'est mobilisée pour la production de cette émission, nous vous disons merci. Retrouvez la rediffusion de ce programme. Ce sera dimanche à 16h. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. C'est le prêt à Dieu.